7 minutes, pas une de plus, ont suffi pour allumer l'incendie le plus grave entre Washington et l'Europe depuis que Paris avait refusé de suivre l'Amérique dans la guerre d'Irak en 2003. En quelques phrases acérées, Donald Trump avait fustigé les Européens qu'il traitait de parasites refusant de payer pour leur défense. Ses yeux lançaient ce dédain bien connu en direction de Sébastien Lecornu, qu'il jugeait faible certain d'avoir humilié la France devant toute l'Alliance Atlantique rassemblée à Bruxelles. Mais c'est alors que le Premier ministre français, 39 ans seulement, se leva et prononça une phrase qui coupa net la délégation américaine. Ce n'était pas une banale dispute sur des pourcentages budgétaires, c'était le moment où un jeune chef de gouvernement fit comprendre au président des États-Unis que l'ère où Washington imposait ses règles à l'Europe était terminée. Pour mesurer la déflagration qui allait frapper l'OTAN ce jour-là, il faut revenir quelques mois plus tôt. En janvier, Donald Trump reprenait les clés de la Maison-Blanche et avec elle son éternel refrain de campagne « Soit les Européens paient pour leur défense, soit les soldats américains rentrent à la maison ». Ce chantage n'était pas une nouveauté dans son discours, mais cette fois, il comptait bien passer des menaces aux actes. Dans un bureau ovale relooké, façon palais clinquant, Trump convoquait sans relâche son nouveau ministre de la Défense, le général Mike Waltz, ancien béret vert reconverti en stratège républicain, pour peaufiner une doctrine atlantique inédite. Le plan tenait en une formule brutale faire de l'OTAN une entreprise de sécurité où chaque État membre devrait payer sa cotisation proportionnelle à la protection américaine. Voilà 75 ans que ces Européens se réfugient sous notre parapluie nucléaire sans sortir leur portefeuille, lançait Trump furieux devant son Conseil de sécurité nationale. La France met 2 et 1% de son PIB dans la défense, une plaisanterie. Nous, c'est 3%. Ils doivent grimper à 5%, sinon on rapatrie nos troupes. Cette manie obsessionnelle des pourcentages servait d'écran de fumée à une vérité que le président américain refusait obstinément d'affronter. La présence de 100 000 soldats US sur le sol européen n'avait jamais été un geste de pure générosité, mais un calcul froid de puissance. Les bases installées aux 4 coins du vieux continent n'étaient pas de simples casernes, mais les véritables leviers de l'hégémonie stratégique américaine. Ramstein en Allemagne, ce n'était pas qu'une base aérienne, c'était la colonne vertébrale de toutes les opérations américaines menées au Moyen-Orient et en Afrique. Sans cette plateforme idéalement placée, Washington aurait dû expédier ses troupes depuis son propre territoire avec des coûts de transport quadruplés et une réactivité militaire amputée. Le Pentagone lui-même reconnaissait que cette seule base économisait chaque année près de 23 milliards de dollars en frais de projection. Mais les bénéfices ne s'arrêtaient pas là. L'Europe servait aussi de gigantesques oreilles pour l'appareil de renseignement américain. Les antennes de la NSA, disséminées entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, interceptaient chaque jour des millions de communications en provenance de Moscou, de Pékin ou du Moyen-Orient. Quant au centre d'analyse ultra-secret de la CIA à Francfort, il traitait pas moins de 78% du renseignement global sur le terrorisme international. Autant dire que sans l'Europe, ses capacités de surveillance auraient été techniquement impossibles à reproduire depuis le sol américain. Encore plus rentable que les bases militaires, le gigantesque marché des armes américaines en Europe. Sous couvert de interopérabilité avec l'armée US, les États de l'OTAN n'avaient pratiquement pas le choix. Ils se ruaient sur les F-35 dernier cri, les missiles Patriot, les systèmes de communication Made in USA et les drones Reaper. Résultat, entre 2015 et 2024, ces achats forcés avaient rempli les caisses de Lockheed Martin, Boeing, Raytheon et Northrop Grumman à hauteur de 267 milliards de dollars. Un pactole colossal. Monsieur le Président, osa rappeler Lloyd Austin, ex-secrétaire à la Défense consulté par l'équipe Walsh, rester en Europe n'est pas une œuvre de charité, mais une machine à profit puissance, projeter renseignements captés et contrats industriels mirobolants. Quitter le continent serait une perte sèche. Mais Trump, fidèle à sa logique manichéenne, écarta ses arguments complexes, comme on balaie une poussière sur la table. Dans la tête de Trump, tout ressemblait à un tableau Excel de promoteurs new-yorkais. Si l'Amérique ne gagnait pas de dollars, c'est qu'on l'escroquait. Les subtilités des avantages stratégiques invisibles perdent de temps.
L'OTAN n'était pour lui qu'une ligne comptable où l'on additionnait des contributions financières. Il confia donc à son équipe économique pilotée par le tout nouveau secrétaire au Trésor Scott Bessent une mission claire, établir une addition précise du service de protection offert à l'Europe et préparer la facture officielle à brandir au sommet suivant de l'Alliance. En avril 2025, le Trésor remit un rapport classé secret défense, sobrement intitulé Defense Subsidy Assessment. Le chiffre affiché faisait tourner les têtes, 437 milliards de dollars. Cette somme astronomique englobait non seulement les frais évidents liés au stationnement des troupes, mais aussi une pluie de coûts indirects habilement compilés pour gonfler la note finale et transformer la présence américaine en dette colossale. L'imagination des économistes du Trésor relevait presque de l'art contemporain, tant leur créativité comptable était débridée. Ils empilaient tous les frais de recherche et développement de chaque arme testée en Europe depuis 1940, même celles utilisées pour d'autres guerres américaines à l'autre bout du globe. Les soldes de tous les militaires US ayant posé un pied sur le vieux continent, retraite comprise, et cerise sur le gâteau, une estimation farfelue des opportunités économiques manquées parce que ces troupes étaient stationnées en Europe au lieu d'être déployées ailleurs. Plus culotté encore, le rapport intégrait une rubrique baptisée « Coût d'opportunité du capital investi », qui calculait les intérêts que cette montagne d'argent aurait soi-disant générés si elle avait été placée dans l'économie américaine au lieu d'être engloutie en Europe. Résultat, selon cette gymnastique financière délirante, la dette européenne envers Washington s'élevait à 1340 milliards de dollars. Monsieur le Président, annonça solennellement Scott Bessent devant le cabinet, si l'on applique ce raisonnement avec intérêt composé, la France nous doit environ 100 milliards, l'Allemagne 312, l'Italie 92, l'Espagne 9. Une ardoise colossale que les contribuables américains portent pour ces profiteurs européens, une fable budgétaire qui tenait debout uniquement sur une hypothèse totalement inventée. Prétendre que la présence américaine en Europe ne rapporte rien aux États-Unis relevait d'une supercherie flagrante. En réalité, ce contrôle sur l'Alliance Atlantique offrait à Washington la possibilité de modeler l'ordre mondial à son avantage, d'orienter les décisions stratégiques des Européens et de préserver son rang de superpuissance incontestée. Mais pour Trump, qui réduisait tout à des schémas simplistes, cette pseudo-dette inventée devenait une arme redoutable, une justification implacable pour exiger des hausses spectaculaires et immédiates des budgets militaires de l'OTAN. On ne parlait plus ici de discussions entre partenaires, mais d'un rapport brutal entre créanciers et débiteurs. Et sans surprise, la cible favorite de cette croisade américaine restait la France, ce pays qui, depuis l'ère gaullienne, symbolisait le refus obstiné de se plier entièrement aux diktats de Washington. Depuis l'ère de Gaulle, Paris s'est acharné à défendre une autonomie stratégique qui agaçait décennie après décennie toutes les administrations américaines, qu'elles soient républicaines ou démocrates. La France possédait sa propre dissuasion nucléaire entièrement indépendante, forte, d'une vingtaine d'ogives opérationnelles. Elle avait même claqué la porte du commandement intégré de l'OTAN de 1966 à 2009, un geste spectaculaire pour rappeler son indépendance militaire. À l'ONU, elle refusait régulièrement de se ranger derrière Washington et ne cessait de plaider pour une défense européenne affranchie de la tutelle américaine. Cette obsession nationale plongeait ses racines dans le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle n'avait jamais digéré que les Anglo-Américains l'écartent des décisions majeures, y compris du débarquement de Normandie, censé libérer la France, sans que la France ait son mot à dire. De cette blessure historique naquit une doctrine gravée dans le marbre. La France ne confierait plus jamais sa sécurité vitale à une puissance étrangère, fût-elle alliée. Tous les héritiers de Gaulle, de Pompidou à Macron en passant par Mitterrand et Chirac, s'attachèrent à préserver ce cap d'indépendance avec des nuances selon les époques. Même Sarkozy, lorsqu'il réintégra le commandement intégré de l'OTAN, prit soin d'obtenir des garanties autonomie totale des décisions nucléaires et présence de généraux français à des postes stratégiques au sein de l'Alliance. Pour Trump, cette fierté française, héritée de plusieurs siècles, n'était pas seulement agaçante, elle relevait de l'insulte personnelle. Ils se prennent pour des grands indépendants avec leurs petites bombinettes ridicules,
Mais dès que Poutine hausse le ton, ils rappliquent en suppliant pour qu'on vienne les sauver, lançait Trump déchaîné lors d'un meeting électoral enflammé à Tampa, en Floride. Assez de cette comédie qu'ils payent enfin le véritable prix de la protection américaine, ou qu'ils affrontent seuls les Russes. On verra bien combien de jours ils résistent. Cette rancune viscérale envers la France s'était amplifiée depuis l'arrivée surprise de Sébastien Lecornu à Matignon. Âgé de seulement 39 ans, le nouveau Premier ministre français incarnait exactement le profil que Trump exécrait chez les élites européennes, un technocrate calibré à la perfection polyglotte, maîtrisant 5 langues, apôtre acharné du multilatéralisme onusien et des régulations internationales, et surtout fervent admirateur d'une Europe fédérale qu'il rêvait d'ériger. Depuis janvier 2025, chaque coup de fil direct entre Trump et Lecornu virait inévitablement à la joute verbale et se concluait dans une atmosphère de crispation diplomatique. L'Américain attaquait toujours sur les mêmes points l'élitisme parisien jugé insupportable, une supposée naïveté face au régime autoritaire, une arrogance intellectuelle insoutenable et pire encore une faiblesse militaire face à Poutine. Lecornu lui rendait les coups autrement derrière un ton policé, il laissait transparaître un mépris profond pour ce qu'il voyait comme un populisme dangereux et une ignorance stratégique criante. Un soir, lors d'un dîner privé à l'Élysée avec des ambassadeurs européens, le Premier ministre lâcha cette phrase assassine « Trump incarne la déchéance intellectuelle de l'Amérique. Il pense comme un promoteur immobilier des années 80, pas comme le dirigeant du monde libre au XXIe siècle. » Ces mots censés rester confidentiels finirent par fuiter dans la presse américaine grâce à quelques diplomates indiscrets déclenchant chez Trump une colère monumentale. À l'aube, depuis son complexe doré de Mar-a-Lago, Trump dégaina un tweet incendiaire à 6 heures pétantes. Lecornu pathétique dirigeant d'un pays en ruine sociale ose critiquer les États-Unis, les mêmes qui veillent sur lui depuis 80 ans. Sans nous, la France parlerait aujourd'hui allemand, ou pire, russe. Quelle ingratitude! Ce dérapage verbal n'était que le dernier épisode d'un duel devenu toxique entre les deux hommes, contribuant à installer une tension diplomatique lourde entre Paris et Washington. Du côté français, comme Américains diplomates et hauts fonctionnaires s'échinaient à garder ouverts des canaux de discussion devenus fragiles. Mais entre l'impulsivité américaine et le mépris glacial du camp français, toute tentative de rétablir un dialogue apaisé tournait court minée par l'animosité personnelle viscérale entre les deux chefs. C'est dans cette atmosphère empoisonnée qu'a débuté le 15 juillet 2025 à Bruxelles le sommet de l'OTAN. Officiellement, l'ordre du jour parlait de moderniser les capacités de défense collective. Mais en coulisses, chacun savait que le véritable enjeu était tout autre, un ultimatum américain sur les dépenses militaires européennes. Trump débarqua dans la capitale belge flanqué de sa garde rapprochée de fidèles indéfectibles, tous soigneusement sélectionnés pour leur loyauté aveugle. Le président venait avec un objectif clair, imposer sans ménagement sa lecture marchande de l'Alliance. Pendant des semaines, son équipe avait peaufiné une démonstration taillée pour frapper les esprits, un PowerPoint démesuré de 47 diapositives, alignant graphiques et chiffres conçus pour prouver que l'Amérique payait l'essentiel de la sécurité du vieux continent et que dès lors, l'heure était venue d'un rééquilibrage immédiat, brutal et surtout non négociable. La délégation américaine réunissait la garde la plus dure du Trumpisme, le général Mike Walsh, secrétaire à la défense ancien soldat, devenu champion des diatribes anti-européennes, Marco Rubio, secrétaire d'État faucon atlantiste assumé, Kash Patel, patron de la CIA fidèle parmi les fidèles, et bien sûr Scott Bessant, le grand architecte de la fameuse dette européenne. La veille du sommet, Trump fanfaronnait dans sa suite luxueuse du Steigenberger, grand hôtel de Bruxelles, devant son cercle rapproché. Ces Européens mous vont enfin saisir qu'on n'est pas une armée de mercenaires gratuits. Soit ils montent illico à 5% de leur PIB pour la défense, comme je l'exige, soit on entame le retrait progressif de nos troupes et de notre parapluie nucléaire. Fin de l'histoire, aucune discussion possible. Ce coup de force pensé comme une démonstration de fermeté implacable reposait sur un calcul politique en apparence logique, mais terriblement bancal. Aux yeux de Washington, l'équation semblait écrite d'avance,
Une Europe fragmentée, politiquement fragile sur le plan militaire et paralysée par la peur russe n'oserait jamais s'opposer frontalement aux exigences américaines. Comme depuis 1945, elle finirait par s'incliner et accepter les conditions imposées. Dans la lecture simpliste qu'aimait se raconter Trump, sa rhétorique martiale, assaisonnée de la menace permanente de rapatrier les troupes américaines, constituait une arme imparable. Il était persuadé que ce simple cocktail de brutalité verbale et de chantage stratégique suffirait à faire plier des dirigeants européens englués dans leur dépendance au parapluie sécuritaire offert par les États-Unis. Pour lui, l'idée même qu'une riposte collective européenne puisse exister relevait de la pure fiction. Dès l'aube du sommet, la machine de communication américaine s'était mise en marche. Un petit déjeuner confidentiel fut organisé avec une poignée de journalistes soigneusement sélectionnés histoire de baliser le terrain médiatique. Aujourd'hui, le président va balancer leurs 4 vérités aux Européens, claironna le porte-parole de la Maison-Blanche. Le message était simple et brutal. L'époque du passager clandestin européen est révolue. Soit ils règlent enfin leur dû, soit l'Amérique revoit de fond en comble son engagement atlantique. Dans la foulée, Fox News et Breitbart dégainaient des éditoriaux au vitriol réclamant que l'Europe s'acquitte une bonne fois pour toutes de sa dette envers les États-Unis. L'opinion publique américaine gagnée depuis la débâcle afghane par un isolationnisme massif se rangeait largement derrière la fermeté trumpiste, du moins si l'on en croyait les sondages. Mais ce que Trump ignorait, c'est que son homologue français avait méticuleusement préparé cette confrontation. Le Cornu, avec une discipline quasi académique, avait rassemblé des décennies d'archives historiques, d'analyses stratégiques et de chiffres économiques pour démonter pièce par pièce l'hypocrisie américaine et la farce comptable brandie par la Maison-Blanche. Derrière le vernis protocolaire, Matignon avait déclenché depuis 6 semaines une opération clandestine au nom évocateur « Vérité Atlantique ». Aux commandes, le général Pierre Schill, chef d'état-major particulier du président, avait rassemblé une équipe resserrée composée des meilleurs cerveaux français en stratégie militaire, en histoire de l'OTAN et en analyse géopolitique. Leur mission officieuse mais considérée comme prioritaire était limpide, démonter méthodiquement la fable trumpiste des Européens profiteurs et bâtir une contre-attaque implacable, chiffres à l'appui. Au fil des semaines, ce commando intellectuel avait assemblé un dossier d'une précision chirurgicale redoutable pour la propagande de Washington. Chaque page mettait en lumière ce que la comptabilité simpliste de Trump passait sous silence les bénéfices colossaux, qu'ils soient stratégiques, économiques, diplomatiques ou politiques, que les États-Unis tiraient depuis des décennies de leur implantation militaire permanente sur le continent européen. Les bases américaines installées en Allemagne et plus particulièrement l'imposant complexe de Ramstein formaient chaque jour le cœur logistique indispensable à toutes les opérations US au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale. Sans ces points d'appui européens, l'armée américaine serait obligée de projeter ses forces directement depuis la côte est des États-Unis, multipliant par 4 les coûts de transport aérien et maritime, et réduisant considérablement sa capacité de réaction rapide, cet avantage stratégique qui faisait la supériorité militaire américaine. Même le Pentagone, dans des documents stratégiques confidentiels que les services français avaient obtenus discrètement, reconnaissait que ces bases permettaient d'économiser chaque année 34 milliards de dollars en coûts de projection militaire. Sur 7 décennies et demie, cela représentait une économie directe de 550 milliards de dollars pour le budget de la défense américaine. Autre atout gigantesque que Trump passait soigneusement sous silence, l'appareil de renseignement américain disséminé à grande échelle sur le sol européen. En Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, d'immenses stations d'écoute de la NSA interceptaient chaque jour des dizaines de millions de conversations téléphoniques et de flux Internet venus de Russie, de Chine, d'Iran ou encore du Moyen-Orient. À Francfort, Munich et Londres, les centres d'analyse ultra sophistiqués de la CIA digéraient informatiquement 78% du renseignement américain mondial concernant le terrorisme, le trafic de drogue et la prolifération nucléaire. Jamais ces capacités de surveillance n'auraient pu être reproduites depuis le territoire américain trop loin des satellites, trop limité par les contraintes physiques des signaux électromagnétiques.
L'Europe, par sa position, constituait tout simplement le balcon idéal pour espionner l'ensemble de l'hémisphère oriental de la planète. Monsieur le Premier ministre, déclara le général Schill avec un sourire satisfait lors du dernier briefing stratégique à Matignon, Washington brandit une ardoise unilatérale de 1 237 milliards de dollars pour 75 ans de présence militaire en Europe. Or, nos calculs rigoureux prouvent qu'en réalité, les Américains ont engrangé plus de 1 400 milliards de bénéfices, directs contrats commerciaux, profits industriels et économies opérationnelles permises par leurs bases européennes. Et de conclure implacable, si l'on applique une logique comptable honnête, ce ne sont pas les Européens qui sont endettés envers les États-Unis, mais bien l'inverse. Comme si cela ne suffisait pas, l'étude française révélait un autre scandale. Les aventures militaires américaines en Irak et en Afghanistan avaient coûté aux alliés européens de l'OTAN plus de 340 milliards d'euros entre 2001 et 2021. Une addition vertigineuse qui ne couvrait pas seulement l'envoi massif de troupes mais aussi des dépenses dissimulées que les gouvernements européens n'avaient jamais osé chiffrer officiellement. Les alliés de l'OTAN avaient été entraînés sans véritable concertation dans des guerres décidées unilatéralement par Washington. Au total, 140 000 soldats européens furent mobilisés avec un bilan dramatique, une vingtaine de morts au combat et plus de 8 400 blessés graves pour des opérations qui ne servaient en rien la sécurité du continent, mais répondaient uniquement aux visées impérialistes américaines au Moyen-Orient. La facture fut vertigineuse. Rien que pour la France, 47 milliards d'euros engloutis 12 000 soldats envoyés en Afghanistan. Sur 13 ans, 88 tués, 700 blessés et des milliers de vétérans brisés psychologiquement par des conflits absurdes. L'Allemagne y perdit 51 milliards, le Royaume-Uni 71, l'Italie 23 et l'Espagne 18. Et pour quel résultat? L'Irak sombra dans le chaos livré à des milices pro-iraniennes à l'opposé exact des promesses américaines. Quant à l'Afghanistan, il retomba sous la coupe des talibans en août 2021, après un retrait précipité et humiliant décidé unilatéralement par Washington, ignorant totalement les alliés européens qui avaient sacrifié sang et argent pendant 20 ans. Nous avons englouti des milliards et envoyé nos soldats mourir dans des guerres américaines, bâties sur des mensonges éhontés, fulmina le colonel François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, convoqué pour apporter son expertise historique. Les fameuses armes de destruction massive en Irak pure chimère. Ben Laden caché au Pakistan, pas en Afghanistan. Ces conflits ont été de véritables désastres et ce sont les Européens qui en ont payé la note sans récolter le moindre bénéfice. L'équipe de l'écornu fouillant dans les archives avait même mis la main sur des documents déclassifiés accablants. L'administration Bush avait recouru à un mélange de pression diplomatique et de chantage économique pour forcer les capitales européennes les plus réticentes à rejoindre l'invasion de l'Irak. En réalité, aucun gouvernement n'avait sauté volontairement dans le train de guerre américain. Ils y avaient été contraints par peur des représailles et par soumission à la domination de Washington. Le 15 juillet 2025, à exactement 15h30, Donald Trump se leva dans la salle du Conseil de l'OTAN au tout nouveau siège de l'Alliance. L'air conquérant vêtu de son éternel costume bleu nuit et de sa cravate rouge interminable, il incarnait jusqu'à la caricature son slogan fétiche « America First ». Mesdames et messieurs chefs d'État et de gouvernement, lança-t-il d'une voix sèche reconnaissable entre toutes. Je viens aujourd'hui briser un tabou que mes prédécesseurs ont toujours eu peur d'affronter. L'OTAN est un marché frauduleux où l'Amérique paye pendant que l'Europe se gave. Son intervention avait tout du discours trumpiste classique, statistique bancale, comparaison tirée par les cheveux, nationalisme économique assumé et menace à peine déguisée. Les États-Unis dépensent 600 milliards de dollars chaque année pour leur défense. La France, 64 milliards. L'Allemagne, 63. Autrement dit, nous dépensons plus que les 30 autres pays de l'Alliance réunis. C'est tout simplement intolérable. Cette avalanche de chiffres présentés sans contexte passait soigneusement sous silence un détail fondamental. L'économie américaine est 7 fois plus massive que celle de la France et 5 fois plus imposante que celle de l'Allemagne. Une comparaison en valeur brute n'avait donc aucun sens, mais peu importait à Trump. Il poursuivit indifférent aux subtilités économiques.
100 000 de nos soldats sont installés en Europe pour protéger des pays qui auraient largement les moyens de financer leur propre défense, mais qui préfèrent gaspiller leur budget dans des programmes sociaux trop généreux, lança-t-il avec un mépris à peine voilé. Puis l'estocade. Le contribuable américain n'a pas vocation à sponsoriser l'État-providence européen, assez. Accuser les Européens d'être des profiteurs socialistes, voilà un grand classique du répertoire trumpiste, un refrain qui évitait soigneusement de rappeler que ces mêmes budgets sociaux servaient à financer des hôpitaux et des écoles dont l'Amérique manque cruellement. Mais Trump, lancé dans sa diatribe, ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. « Le contrat était clair », lança-t-il en fusillant du regard la délégation française. Chaque membre de l'OTAN devait investir 2% de son PIB dans la défense. Or, beaucoup n'atteignent même pas ce seuil. Ce n'est plus tolérable. À partir de maintenant, l'exigence sera de 5% minimum. Puis pointant du doigt la France, 1%, une plaisanterie. Soit ils montent immédiatement à 5%, soit nous commencerons à retirer nos troupes et nos garanties du sol européen. Exiger que l'Europe triple son budget militaire en un laps de temps aussi court relevait à la fois du non-sens économique et de l'absurde stratégique. Pourtant, Trump brandit cette idée comme un ultimatum gravé dans le marbre. Puis il lâcha la phrase qui fit tomber un silence glacial sur l'Assemblée. L'Amérique ne jouera plus le rôle de garde du corps bénévole de l'Europe. Soit vous assumez enfin le vrai coût de votre sécurité, soit vous affrontez seul Poutine. À vous de choisir, mais il n'y aura pas de discussion. Les rares applaudissements qui suivirent timides et embarrassés vinrent surtout de sa propre délégation. Les autres médusés observaient incrédules cette démonstration de brutalité diplomatique qui venait de secouer l'OTAN. Lorsque l'écornu demanda la parole, la salle entière suspendit son souffle et les regards convergèrent aussitôt vers lui. Le Premier ministre français se leva lentement, mais avec cette gravité solennelle qui fait partie du patrimoine diplomatique de Paris. D'un pas mesuré, il s'avança vers le pupitre, planta ses yeux dans ceux de Trump et laissa tomber une phrase qui allait résonner bien au-delà des murs de l'OTAN. « Monsieur le Président Trump !» lança-t-il d'une voix calme, mais d'une netteté implacable. « Merci pour ce numéro qui illustre à la perfection ce qu'est devenu le discours américain, un cocktail toxique d'arrogance et de chiffres truqués. Le choc fut instantané, frontal, sans détour. Trump, pris de court par cette audace française à laquelle il ne s'attendait visiblement pas, plissa les yeux avec irritation. Le cornu implacable sortit un dossier épais de sa serviette et reprit d'une voix ferme. « Vous évoquez des contributions déséquilibrées. Très bien. Rappelons donc quelques vérités que vous semblez vouloir effacer. En 2003, ce sont les États-Unis qui ont envahi l'Irak en brandissant le mensonge des armes de destruction massive. La facture pour les Européens, 7 milliards d'euros engloutis et 767 soldats tombés. Dites-moi, Monsieur Trump, pour quels intérêts américains nos morts ont-ils payé? Ces chiffres sur l'Irak tombèrent comme une déflagration. L'Assemblée médusée voyait s'ouvrir un pan entier de la relation transatlantique que la propagande américaine avait toujours soigneusement tenue dans l'ombre. Le cornu implacable enchaîna « Afghanistan 2001-2021 », énonça-t-il avec la précision d'un chirurgien. Les États-Unis ont invoqué l'article 5 de l'OTAN après les attentats du 11 septembre. 20 années de guerre plus tard, ce sont 140 000 soldats européens qui ont été envoyés au front, 13 milliards d'euros engloutis par nos pays pour finir dans une débâcle honteuse avec un retrait improvisé et humiliant décidé unilatéralement par Washington. Chaque mot, chaque statistique frappait, comme un uppercut dynamitant, la façade fragile de la rhétorique trumpiste. Trump tenta de couper court. « Monsieur le Premier ministre, c'était… » Mais l'écornu implacable l'arrêta net. « Non, Monsieur Trump, cette fois c'est moi qui parle. Et vous allez écouter. » Puis il reprit méthodique, imperturbable. « Vous nous accusez de profiter de votre parapluie sécuritaire. Parlons chiffres. Savez-vous combien vos bases en Europe rapportent à votre propre économie? 34 milliards de dollars par an, en contrats locaux, en salaires injectés en avantages stratégiques inestimables. Prenons Ramstein en Allemagne, cette base est votre tremplin logistique vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Supprimez-la et vos opérations coûteraient 40% de plus.
Cette mise au point sur les profits colossaux engrangés par Washington, grâce à sa présence militaire en Europe, venait d'ébranler le cœur même de l'argumentaire trumpiste. Dans la salle, plusieurs délégués se jetèrent des regards incrédules, comme si un voile venait de se déchirer. L'écornu lui enfonça le clou, la voix serrée par une colère contenue. « Parlons surtout de vos comptes falsifiés. Vous prétendez que l'Amérique aurait déboursé 187 milliards, mais vos propres experts omettent sciemment un détail dans le même laps de temps. L'industrie américaine de l'armement a écoulé pour 340 milliards de dollars de matériel militaire aux Européens. Alors dites-moi, monsieur Trump, qui profite réellement de qui ? Cette contrefacturation simple et implacable avait la force d'un coup de massue. Elle révélait au grand jour que les États-Unis n'étaient pas les mécènes de l'Europe, mais les principaux bénéficiaires de cette alliance. Puisque vous aimez jongler avec les pourcentages de PIB, reprit l'écornu avec un calme tranchant, remettons les choses en ordre. La France consacre 64 milliards à sa défense pour une économie de 3 000 milliards. Les États-Unis, eux, déboursent 767 milliards, mais sur un PIB de 22 000. Si l'on compare honnêtement, nos efforts sont proportionnellement équivalents aux vôtres. Cette démonstration simple mais implacable réduisait en poussière les comparaisons brutes dont Trump raffolait. En un instant, l'écornu exposait l'escroquerie intellectuelle de ces chiffres, brandis comme des vérités absolues. Trump, écarlate de rage, tenta une réplique précipitée. « La France a bien sa petite force nucléaire, mais… » L'écornu l'interrompit aussitôt tranchant. « Justement, parlons-en. Notre dissuasion nucléaire indépendante et assumée protège l'ensemble du continent européen, pas seulement la France. Elle nous coûte 6 milliards chaque année et jamais nous n'avons réclamé un seul centime de votre part. Voilà, monsieur Trump, ce que signifie la véritable solidarité atlantique. » Un silence lourd s'abattit dans la salle après cette déclaration. En une phrase, l'écornu venait de pulvériser l'argument selon lequel l'Europe vivrait entièrement sous le parapluie nucléaire américain. L'écornu avait gardé son coup le plus percutant pour la chute. « Monsieur Trump, vous réclamez que nous consacrions 5% de notre PIB à la défense. Fort bien. Mais dans ce cas, les États-Unis devront commencer par restituer les 340 milliards d'euros que nous avons engloutis dans vos expéditions en Irak et en Afghanistan. Des conflits qui n'ont jamais protégé l'Europe, mais qui ont uniquement servi l'agenda impérial américain. » Puis tomba la phrase qui marqua tous les esprits. « L'OTAN n'est pas une société de sécurité privée où l'Amérique serait le patron et l'Europe de simples clients. C'est une alliance d'égaux. Et si vous voulez en faire un système de raquettes, alors nous bâtirons notre propre défense européenne. Le temps où Washington dictait ses ordres à l'Europe est terminé. » L'effet fut instantané, une véritable déflagration. Trump, hors de lui, quitta la salle en claquant presque la porte, une partie de sa délégation sur ses talons. Dans l'hémicycle, la stupeur figea les visages jamais depuis la création de l'OTAN. Un dirigeant européen n'avait osé accuser Washington en pleine séance de pratiquer la falsification comptable et le chantage stratégique. Le choc ne resta pas confiné à Bruxelles, il se propagea aussitôt à travers le globe comme une onde sismique. De l'autre côté de l'Atlantique, la réaction fut aussi instantanée que clivante, suivant les fractures politiques bien connues. Fox News s'embrasa avec des titres outrés « La France outrage et humilie l'Amérique ». Sur son plateau, Tucker Carlson fustigea l'ingratitude maladive des Européens tandis que CNN adoptait un ton plus mesuré en décrivant « la crise transatlantique la plus grave depuis l'invasion de l'Irak ». Le New York Times s'interrogeait avec gravité « Assistons-nous à la fin de l'OTAN telle que nous l'avons connue ?» À Washington, le Congrès, dans un sursaut rarissime d'unité bipartisane, vota en urgence une résolution solennelle par 357 voix contre 76. Le texte condamnait sans détour les déclarations jugées anti-américaines, inacceptables et historiquement mensongères du Premier ministre français. Dans la foulée, les faucons républicains emmenés par Tom Cotton et Lindsey Graham réclamaient à grands cris des sanctions économiques immédiates contre Paris, ainsi que la rupture des contrats militaires en cours avec l'industrie française. Au sein de l'establishment américain des affaires étrangères habituellement fidèle au camp atlantiste et favorable à l'Europe, la fracture était nette. Les néoconservateurs du Weekly Standard se rangeaient derrière Trump, martelant que l'Europe devait payer ou dégager.
En revanche, les réalistes plus pragmatiques du Council on Foreign Relations lançaient un avertissement: une cassure transatlantique ne profiterait qu'à Pékin et Moscou. Richard Haass, ancien président du CFR, concédait même: sur plusieurs points précis, le Cornu a raison. Depuis toujours, nos calculs sur l'OTAN sont biaisés par des arrière-pensées politiques. Dans les milieux universitaires américains consacrés aux relations internationales, l'intervention de Lecornu fit l'effet d'un pavé dans la mare. À Harvard, le professeur Stephen Walt applaudissait ce qu'il décrivait comme l'audace salutaire de dire tout haut ce que nombre d'experts murmurent depuis des années sur l'hypocrisie de la rhétorique atlantique. À Georgetown, l'ancien secrétaire à la Défense Robert Gates allait dans le même sens. Il admettait que les Européens avaient bel et bien payé un tribut colossal pour soutenir les expéditions américaines au Moyen-Orient, sans obtenir en retour le moindre gain stratégique tangible. En Europe, la déflagration prit une tournure diamétralement opposée, presque unanimement saluée. De Berlin à Rome, de Madrid à Varsovie, de Stockholm à Athènes, l'opinion publique célébra avec ferveur ce qu'elle percevait comme un acte de courage historique, la riposte française face à l'arrogance américaine. Les réseaux sociaux se transformèrent en caisses de résonance géantes, saturées de messages de soutien à Lecornu. Le mot dièse i Sten Lecornu euro resta en tête des tendances durant 48 heures consécutives dans 23 pays européens. Pour la première fois depuis des décennies de suivisme atlantiste et d'obéissance aux diktats de Washington, une voix européenne s'était dressée en plein jour pour défier l'hyperpuissance américaine sur son propre terrain oratoire. Dans les jours qui suivirent, les sondages révélèrent un verdict sans appel. 78% des Européens soutenaient les déclarations de Lecornu et réclamaient une affirmation claire de l'indépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis de Washington. Face à ce raz-de-marée d'opinion publique, même les dirigeants les plus atlantistes, traditionnellement acquis à la cause américaine, durent infléchir leur discours. Le chancelier allemand Olaf Scholz, d'ordinaire d'une extrême prudence sur les questions transatlantiques, concéda que M. Lecornu a soulevé des interrogations légitimes sur le partage des contributions au sein de l'Alliance. Quant à Giorgia Meloni, Premier ministre italien et pourtant proche idéologiquement de Trump, elle reconnut que plusieurs arguments avancés par Paris méritait une discussion sérieuse et approfondie. Même en Pologne et dans les pays baltes, pourtant considérés comme les bastions les plus pro-américains d'Europe en raison de leur peur viscérale de Moscou, le ton changeait. Le président polonais l'admit sans détour. « Oui, nous avons besoin du parapluie américain face à la Russie. Mais cela ne veut pas dire que nous devons accepter d'être traités comme de simples vassaux corvéables à merci par Washington. » Ces paroles venant d'alliés historiquement les plus dépendants des États-Unis révélaient une inflexion majeure. L'idée d'un rapport de force plus équilibré avec l'Amérique commençait à faire son chemin. 6 mois après ce bras de fer historique, le paysage géopolitique avait profondément changé. Les rapports entre Paris et Washington s'étaient nettement glacés, mais paradoxalement, cette rupture avait agi comme un catalyseur. L'Europe de la défense prenait enfin forme. L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne lançaient un vaste programme d'armement commun de 240 milliards d'euros conçu pour réduire la dépendance chronique aux technologies venues d'outre-Atlantique. Plus encore, cet épisode avait servi de révélateur. L'OTAN ne pouvait plus continuer à fonctionner dans une logique où l'Europe se contentait de subir la tutelle de Washington. Désormais, une relation plus équilibrée, plus adulte devenait inévitable. L'effet Lecornu a brisé le joug psychologique qui liait l'Europe à l'Amérique, observait Hubert Védrine, ancien chef de la diplomatie française. Nous avons découvert qu'il est possible d'être allié des États-Unis sans pour autant accepter le statut de vassaux. Quant à Lecornu, il s'était mué en figure héroïque pour des millions d'Européens lassés par la morgue de Washington. Son allocution du 15 juillet 2025 entrait déjà dans les manuels des écoles de diplomatie citées comme un cas d'école de résistance face à l'hégémonie. L'histoire retiendra que ce jour-là, au cœur même du siège de l'OTAN, un homme de 39 ans infligea à la superpuissance américaine une défaite morale d'ampleur, et que par ce triomphe de la dignité sur la soumission, il traça la première ligne d'horizon d'une Europe véritablement souveraine.